Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, c'est Perrine pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation. On est le 19 septembre. Avec la pandémie du Covid, ils avaient tous été annulés et dématérialisés. Nombre d'entre eux avaient été proposés en format numérique et distanciel. C'était mieux que rien. Et surtout, on n'avait pas le choix. Mais les retours que j'ai recueillis me laissent penser que c'était pas pareil. Ça leur avait manqué. Je veux parler des salons d'orientation. C'est une expression qui arrive très vite dans la conversation quand on aborde l'orientation. Tout de suite, on nous parle des salons d'orientation. Quoi ? Mais ton fils, il n'a pas été au salon ce week-end ? Mais comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Alors cette semaine, je voulais mettre le sujet sur le haut de la pile de votre to-do list. Et je vous pose la question, à quel salon votre ado va-t-il assister cette année ? D'ailleurs, je vais peut-être formuler autrement. À quel salon, vous et votre ado, allez-vous assister cette année ? Ce serait plus juste. Quand je pensais à ce que j'avais envie de vous dire à propos des salons cette semaine, j'avais deux visuels qui s'imposaient à moi. Disneyland et le Puy du Fou. En effet, les salons, c'est un peu comme un parc d'attractions. Si vous décidez le matin même d'y aller, votre expérience risque fort d'être décevante. Vous allez faire la queue à l'entrée alors que ceux qui ont leur billet vont rentrer. Vous allez passer plus de temps dans la file d'attente que dans les attractions elles-mêmes. Vous risquez de vous retrouver assis dans une tasse qui tournoie mollement sur elle-même pendant 30 minutes alors que votre ado rêve d'être sur une montagne russe. Bref, vous avez compris le message. La visite d'un salon d'orientation, ça se prépare comme la visite d'un parc d'attractions. Je continue le parallèle. Inutile d'amener votre enfant chez Disney pour vivre des sensations fortes s'il n'a pas la taille requise pour rentrer dans les attractions. Pour les salons, je recommande d'envisager d'y aller en seconde et en première. Avant, c'est souvent trop tôt. Après, ce n'est plus la priorité. On ne va pas dans un parc d'attractions pour déterminer si on aime ou non les sensations fortes. De même, aller traîner dans un salon avec un ado qui n'a aucune idée de ce qu'il envisage, c'est pas une bonne idée. Vous risquez de le décourager. Et rien de pire en effet que de passer, encore une fois mollement, d'un stand de salon au suivant. Ils se ressemblent tous et chacun fait sa propre promotion. Alors, pourquoi et quand aller au salon d'orientation ? Comment se préparer à visiter un salon d'orientation ? Quels sont les salons d'orientation proposés ? Autant de questions pour lesquelles nous avons préparé chez Azimut des réponses. Alors, vous pouvez écouter un contenu que l'on vient de republier qui est consacré au salon et qui s'appelle tout simplement « Pourquoi assister au salon d'orientation ?» Et ce contenu fait partie de la série « Enquête d'orientation » que je vous conseille d'écouter en intégralité. Vous allez la retrouver sur le site azimut-podcast.com dans la rubrique « Définir son projet d'orientation » sous laquelle vous avez un autre onglet qui s'appelle « Enquête d'orientation ». Et enquête en un seul mot, c'est un jeu de mots. Mais on a pensé que ça serait intéressant pour vous d'avoir des liens vers les organisateurs de salons. Bien sûr, cette liste ne sera pas exhaustive, mais vous pouvez filtrer par date, par lieu géographique, par format et par thème. Normalement, c'est réservé aux inscrits à la newsletter, mais je vous mets le lien dans les notes de cet épisode et vous aurez des liens directs vers les 105 salons et rencontres organisés par l'étudiant, les 186 salons programmés par Studyrama, le salon post-bac organisé par AEF, les nuits de l'orientation qui sont organisées par les CCI, c'est-à-dire les chambres de commerce et d'industrie régionales, il faut aller voir pour chaque région, etc. Et puis pour les études à l'étranger, l'offre est vaste également, mais quelques exemples. Il y a le forum franco-allemand qui est spécialisé dans les formations supérieures franco-allemandes, comme son nom l'indique, et qui aura lieu en novembre à Strasbourg. J'ai reçu ce matin une invitation pour Elevate de Study Experience qui parle des études sup anglophones, etc. Il y en a plein d'autres, donc c'est pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous montrer que votre recherche peut être dans de multiples directions. Vous l'avez compris, un salon d'orientation efficace pour un projet d'orientation, c'est un salon qui a été anticipé et préparé. Et là, vous, parents, vous avez vraiment votre place à prendre pour aider votre ado dans son projet d'orientation. Dans la petite rubrique « Le vocabulaire de l'orientation » qui est née la semaine dernière, où j'aborde les mots de vocabulaire de l'actualité, de l'orientation, décryptés pour vous, parce que je suis persuadée que pour comprendre un univers, il faut en comprendre les mots,
Eh bien, cette semaine, il y a un seul mot, mais pas des moindres, et c'est intelligence artificielle. Alors, plutôt que de vous écrire moi ce que je pensais de l'intelligence artificielle, j'ai été directement demander à ChatGPT d'expliquer ce qu'était que l'intelligence artificielle à des parents qui sont impliqués dans l'orientation de leurs ados, c'est-à-dire vous. Et voici la proposition que ChatGPT a fait sur l'intelligence artificielle. Je cite: l'intelligence artificielle, que l'on appelle aussi IA, est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines d'accomplir des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Cela signifie qu'elle peut apprendre, résoudre des problèmes, prendre des décisions et même s'améliorer avec le temps, tout comme le ferait un être humain, mais en utilisant des algorithmes informatiques et d'énormes quantités de données. Dans le contexte de l'orientation scolaire et professionnelle de votre adolescent, l'IA peut être utilisée de plusieurs manières. Première manière, des recommandations éducatives et professionnelles. Les systèmes d'IA peuvent analyser les compétences, les intérêts et les aspirations de votre adolescent, puis suggérer des choix de carrière ou d'études qui correspondent le mieux à son profil. Ces recommandations sont basées sur des modèles de données et peuvent aider à orienter les décisions éducatives et professionnelles. Deuxième axe, l'apprentissage personnalisé. Dans le domaine de l'éducation, l'IA peut être utilisée pour personnaliser l'apprentissage de votre adolescent. Elle peut identifier les forces et les faiblesses de votre enfant dans différentes matières et ajuster le contenu des cours en conséquence, favorisant ainsi un meilleur apprentissage. Troisième axe, l'analyse des tendances du marché du travail. Les systèmes d'IA peuvent examiner les tendances du marché du travail, prévoir des demandes futures en matière de compétences et aider à choisir des domaines d'études ou de carrière qui sont en croissance et offrent de bonnes opportunités professionnelles. Encore deux axes, gestion des informations. L'IA peut aider à trier, à organiser, à filtrer de grandes quantités d'informations concernant les différentes possibilités éducatives et professionnelles pour votre adolescent, ce qui peut rendre le processus de prise de décision plus efficace. La dernière, simulation et formation. Certaines applications de l'IA permettent aux étudiants de simuler des situations professionnelles ou académiques, ce qui peut les aider à se préparer à des défis réels. La conclusion énoncée par ChatGPT, cependant, il est important de noter que l'IA n'est pas une solution magique. Elle a ses limites et peut parfois présenter des biais si les données utilisées pour son entraînement sont biaisées. Les parents devraient donc utiliser l'IA comme un outil d'orientation, mais ne pas négliger l'importance du soutien personnel, des conseils d'experts et la réflexion individuelle dans le processus d'orientation de leurs adolescents. L'IA peut être un atout précieux, mais elle ne devrait pas remplacer entièrement l'engagement et la communication avec vos enfants lors de la prise de décision importante pour leur avenir. Fin de citation. Bon, je suis d'accord avec certaines choses énoncées, d'autres, à prendre avec des pincettes, vous l'aurez bien compris. Si les mots de vocabulaire du lycée vous inquiètent, vous troublent, etc., et vous souhaitez parler de la même manière, dans le même langage que votre ado et ses enseignants à ce sujet, eh bien, Azimut vous offre le chapitre 1 consacré au vocabulaire du lycée de son dictionnaire de l'orientation. C'est un cahier qui a été conçu avec l'objectif principal de favoriser les échanges entre les enfants et les parents au sujet de l'orientation. Si votre enfant est encore au collège, vous pouvez anticiper ses années au lycée avec sérénité. Cette première étape d'orientation pourrait être maîtrisée, au moins en ce qui concerne le vocabulaire. Alors allez tous télécharger le cahier Azimut sur le vocabulaire du lycée et vous m'en direz des nouvelles. Le lien dans les notes de cet épisode. Passons maintenant à la rubrique de revue de presse, ou en tout cas des recommandations de lecture, et je commence par un article évidemment sur l'intelligence artificielle. Tiré de BFM TV, enseignement supérieur, le gouvernement veut accompagner l'IA plutôt que de la combattre. La ministre de l'Enseignement supérieur a livré sa vision de l'intelligence artificielle dans le monde de l'enseignement, des outils auxquels les étudiants doivent se former selon elle. Un petit clin d'œil sur le sujet de la technologie avec un article de l'Usine Nouvelle qui partage le fait que la municipalité japonaise de Kumamoto va expérimenter l'utilisation de robots de téléprésence pour aider les élèves absents à revenir progressivement en classe. Ces derniers pourront contrôler les automates depuis leur domicile grâce à leur ordinateur et ainsi assister aux cours et échanger avec leurs camarades. Et je précise qu'on n'est pas le 1er avril.
Revenons à des choses plus concrètes et une question posée dans Le Monde avec un podcast de la série L'heure du monde. Là, le thème, c'est: le bac va-t-il disparaître ? Après avoir connu de multiples changements qui l'ont rendu illisible et alors que l'avenir des lycéens se joue avant tout sur Parcoursup, l'examen créé en 1808 a-t-il encore un sens ? Revenons aux études supérieures avec une interview de Sylvie Retailleau dans Libération. Il faut travailler sur le modèle économique des universités, dit-elle. Précarité étudiante, plateforme Mon Master, moyens des universités, mouvement social dans les IUT et les STAPS. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche répond à toutes nos questions pour la rentrée, donc dans Libération. Dans Challenge et dans Midi Libre, vous allez voir 2 articles sur les frais de scolarité et l'emprunt pour financer les études fait par les étudiants. Donc dans Challenge, un article frais de scolarité, les écoles de commerce profitent du manque d'alternatives. Alors que la rentrée 2023 est marquée par une nouvelle flambée des frais d'inscription dans les écoles de commerce, Julien Jacquemin, professeur associé en économie à Neoma, spécialiste de l'enseignement supérieur, revient pour Challenge sur l'absence de transparence et de régulation des informations délivrées aux familles, qu'il s'agisse des droits de scolarité ou des salaires de sortie. Et puis, dernier article donc sur le même thème dans Midi Libre. J'ai l'impression d'être en retard sur ma vie, j'ai sacrifié ma jeunesse. Endetté pour étudier, il témoigne. Étudiants en business school, en design ou simplement cursus de santé, ils ont dû emprunter pour financer leurs études, avec un diplôme au bout, mais de longues années de remboursement. Voilà pour la revue de presse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une bonne écoute, une bonne préparation des salons. Vous les mettez dans vos agendas, partagez avec vos enfants. Et ça sera une bonne chose de faite à décocher ou à cocher sur votre to-do list. Et je vous dis à bientôt.